Salutations à votre maisonnée. Aujourd'hui, on continue l'exploration de Fratelli Tutti avec les chapitres 5 et 6. Le pape François nous y invite à jeter un regard sur l'organisation de notre monde, sur nos structures économiques et politiques, mais également sur nos relations humaines. Dès le début, il appelle à une meilleure politique mise au service du vrai bien commun. C'est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable d'aplanir les injustices et de réaliser la véritable fraternité. Le bien commun, c'est l'affaire de tous et de chacun. Mais on va se le dire, les élus ont un rôle important à jouer pour le promouvoir et pour le faire advenir. François nomme aussi quelques écueils à éviter si on veut y parvenir, comme la démagogie et le populisme. On a vu des beaux exemples de ça récemment. Mais il insiste surtout sur ce qui favorise le bien commun, dont l'importance du travail qui est essentielle à la dignité humaine. Le travail permet le développement de chaque personne afin qu'elle gagne sa vie par ses efforts et sa créativité. Assurer à chaque personne la possibilité de faire germer les semences que Dieu a déposées en elle, ses capacités, son sens d'initiative, ses forces, ça, c'est travailler à ce qui est réellement populaire dans le bon sens du mot, dans le bon sens où ça contribue au bien du peuple. Le travail, donc, c'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais c'est aussi une voie pour l'épanouissement personnel en vue d'établir des relations saines, de se réaliser, de partager ses dons et de se sentir co-responsable de l'amélioration du monde. François parle également de l'importance de l'État et des institutions internationales. Il y a des courants politiques qui voudraient nous laisser croire que l'État, c'est inutile, voire même nuisible au développement personnel et économique. Mais vivre en société, ça suppose que l'on compte les uns sur les autres, que l'on compte même les uns pour les autres. Sinon, quelques-uns se sentirent bien, trop bien même, au détriment d'une majorité qui vit dans des situations beaucoup trop précaires. Notre fragilité humaine, on le sait, ça peut miner la fraternité. Et les institutions sont un garde-fou pour des sociétés plus égalitaires. Pour François, c'est nécessaire de promouvoir une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants des personnes abandonnées qui souffrent et qui meurent dans les pays les plus pauvres. Les institutions internationales qui luttent pour la justice sont essentielles et il les appelle à devenir plus matures, plus fortes, plus aptes à promouvoir la justice. Mais pour cela, il faut qu'elles soient dotées de l'autorité nécessaire pour le faire, pour assurer le bien commun mondial et pour être efficaces. Au sujet de la politique, on le sait parfois, il y a des situations qui nous laissent cyniques. Mais François rappelle son côté noble et redit que, bien sûr, elle ne doit pas se soumettre à l'économie, mais plutôt viser à réformer les institutions, à les coordonner et à les doter de meilleures pratiques pour qu'elles puissent vaincre les inégalités sociales. Il dit même que la politique est noble. Quand elle est orientée vers le bien commun, ça s'apparente à un exercice suprême de charité. Si parfois on a l'occasion de soulager la misère humaine à notre niveau avec des amis ou des proches, la politique, elle, peut travailler sur les causes de la misère. C'est ça qui en fait un outil puissant quand c'est bien orienté. François appelle ça de la charité sociale. Il dit aussi quelque chose de très beau qu'on n'est pas habitué d'associer à la politique. Il dit qu'en politique, on peut aussi aimer avec tendresse. Et la tendresse pour lui, c'est l'amour qui se fait proche et se concrétise. Par contre, il dit, pour arriver à faire ça, ça prend des hommes et des femmes qui sont forts et courageux. Dans le chapitre 6, il aborde davantage la question du dialogue. Et voyez comment il décrit le dialogue. Il dit, c'est se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre et chercher ensemble des points de contact, des points où on se rejoint. Pour nous rencontrer et nous entraider, on a besoin de dialoguer. Et on en a besoin partout, non seulement dans les structures sociales et politiques, mais dans notre famille, avec les enfants, les partenaires de vie, les amis, les collègues. Ce que François dit concernant le dialogue est pertinent pour la vie en société, pour la politique, mais également pour chacune de nos existences. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une des journaux. On sait ce qui fait la une des journaux. Mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. Un pays grandit quand dialogue de façon constructive ses diverses richesses culturelles. La culture populaire, la culture universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique, la culture technologique, scientifique, la culture économique, la culture de la famille, les médias. Le dialogue ne fait pas fi des différences. Il les considère pour des solutions fructueuses et satisfaisantes. Le dialogue, donc, c'est pas nivelé par le bas. Il faut être persuadé que les différences sont créatrices. Elles créent des tensions, oui, c'est sûr, mais dans la résolution des tensions,
se trouve le progrès de l'humanité. Bon, on le voit, le dialogue social authentique, ça suppose la capacité de respecter le point de vue de l'autre. De par son identité, l'autre a quelque chose à apporter. Quand une opinion est bien étoffée et partagée avec conviction et respect, bien sûr, elle permet que se développe une pensée qui profitera au bien commun. Là, je fais une avancée rapide pour vous amener à la fin du chapitre 6 où François parle qu'il est important de retrouver la bienveillance. Ça me rejoint beaucoup, surtout en cette période de pandémie où on en a tant besoin. Pour François, les personnes bienveillantes deviennent des étoiles dans la nuit. Elles aident les autres pour que leur vie soit plus supportable, surtout quand elles ploient sous le poids des problèmes, des urgences, des angoisses ou des difficultés que nous laisse une pandémie. La bienveillance, c'est une manière de traiter les autres qui se manifeste sous diverses formes. Dans le comportement décentré de soi, dans l'attention pour ne pas blesser par des paroles ou par des gestes, par l'effort d'alléger le poids des autres. Ça implique qu'on dise des mots d'encouragement, qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, plutôt que de dire des paroles qui humilient, qui attristent, qui dénigrent, qui irritent. C'est un effort, toujours de faire ça. Notre monde va vite, puis ça arrive parfois qu'on prenne pas le temps d'un mot de politesse, d'une parole aimable et gratuite. La vitesse d'Internet, en plus, ça nous garde un peu toujours dans l'instantanéité de nos relations, dans une efficacité qui est parfois un peu froide. Pourtant, il s'agit de peu pour colorer nos relations. Prêter attention, offrir un sourire, proposer une parole qui stimule, encourage, dégager un moment pour écouter. Tout ça semble bien petit comme effort, mais ça contribue à chaque jour et à notre portée à créer une cohabitation saine qui prévient les conflits et qui nourrit la confiance. Je conclus en citant François, « La bienveillance suppose la valorisation et le respect. Et lorsqu'elle devient une culture dans une société, elle transfigure profondément le mode de vie, les relations sociales et la façon de débattre et de confronter les idées. Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins. » En terminant, je vous laisse une question pour vos échanges. Quel regard est-ce que je peux porter sur ma capacité à dialoguer ou sur mon exercice de la bienveillance? Bonne discussion!